David Lisnard, qui est venu de Cannes ce matin, parce qu'il a écrit au président de la République. Monsieur le président de la République a-t-il écrit à la suite de l'arrestation le 16 novembre dernier du grand écrivain Boualem Sansal, le conseil municipal de Cannes, réuni ce jour, a tenu à s'exprimer avec toute la solennité requise, sa consternation et son indignation. Et on va pouvoir évoquer avec lui. Alors, comme il a pris un avion ce matin, qu'il est un peu en retard, parce que il y a des embouteillages à Paris, ça peut arriver, il est sur le chemin. Mais nous l'avons dit dès hier, Vincent Herouet. Mais je suis très prudent là-dessus et pour le coup, je ne veux pas accuser le gouvernement, ni la parole est officielle, parce que j'y vois une stratégie de ne rien dire sur Boualem Sansal. Parce que ce qui est vrai, depuis 10 jours, ça fait 10 jours maintenant qu'il a été embastillé. Pas de réaction officielle du président de la République, sauf l'entourage qui a communiqué. Pas de réaction officielle de Michel Barnier. Pas de réaction officielle de Rachida Dati. Donc, j'y vois... Vous avez carrément oublié le ministère des Affaires étrangères. Oui. Exactement. Mais pour tout vous dire, ça ne peut s'expliquer que par une stratégie que je peux... Pas subtile forcément, mais en tout cas que je peux comprendre et je n'ai pas envie d'accuser le gouvernement et les officiels. Est-ce que j'ai raison, Vincent Herouet ? Je crains que vous ne confondiez le gouvernement légal d'un État souverain, l'Algérie, avec des coupeurs de route du Sahel, les preneurs d'otages du Liban, les djihadistes du Donc il y aurait dû avoir réaction. Non, mais alors pourquoi il n'y en a pas ? Pourquoi il n'y a pas de réaction ? Que si vous êtes pris en otage, si quelqu'un est pris en otage par des grands, par des voyous, pour tout dire, des gens malfaisants, vous avez intérêt à essayer d'établir avec eux un dialogue, de négocier. Oui, mais ça c'est possible. Tout ça se fait dans la coulisse. Voilà. Avec des émissaires, on essaie de trouver les moyens de les circonvenir, éventuellement de les neutraliser, peut-être de les acheter, ou de faire les deux à la fois. Là, on est en face d'un gouvernement. C'est un État. Donc il y a un dialogue d'État à État. Il n'y a aucune raison de se cacher. Il n'y a aucune raison... Alors pourquoi ? La peur. La peur. Pas d'autre raison, la peur. Et pourquoi est-ce qu'on a peur ? Peur de quoi ? Parce que, quelque part, Boualem Sansal, dont on ne sait toujours pas d'ailleurs de quoi il est inculpé, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, il a été présenté à un juge, il est à l'hôpital. Il est en garde à vue. Ben vous n'en savez rien. Non, si, il y a une rumeur qui prétend qu'il a été... Il est en garde à vue. Vous voulez écouter qu'on écoute M. Benedetti qui visiblement, avec quelques informations, Arnaud Benedetti, qui d'ailleurs a pris la tête d'un comité de soutien, mais il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai vu l'Académie française. Je trouve formidable si l'Académie française acceptait, sans le parcours initiatique habituel... La proposition de Christophe Ruffin. Ah, il l'a proposé, Jean-Christophe Ruffin ? Christophe Ruffin, qu'il soit académicien, absolument, direct, oui, direct, sans passer par les visites, etc. Ça, je trouve que, exactement, je trouve que ce serait intéressant. Ça changerait peut-être pas grand-chose, mais je trouve que l'Académie pourrait le faire. Écoutez ce que dit Arnaud Benedetti. Il semblerait qu'il ait été arrêté si l'on acte un certain nombre d'informations ou de bruits qui circulent depuis Alger pour deux motifs qui constitueraient deux motifs d'inculpation. Premier motif pour une atteinte à l'intégrité du territoire qui lui serait reprochée en raison de propos qu'il aurait tenus sur le Maroc et un motif connexe qui est une intelligence avec l'ennemi, ce qui est très grave. Alors Boualem Sansal est d'abord membre de la revue politique et parlementaire dont je suis le rédacteur en chef. C'est un contributeur régulier de notre revue. On a un objectif, le seul objectif que nous poursuivons, c'est la libération de Boualem Sansal. Boualem Sansal est un symbole pour la francophonie, il est un symbole de la liberté d'expression. Alors, la revue politique et parlementaire à laquelle contribue effectivement Boualem Sansal fait partie de... mobilise son lectorat, ses rédacteurs, comme il y a un formidable courant de sympathie qui s'est dressé pour essayer de protéger et l'arracher aux griffes de ses geôliers, notre ami et confrère, l'écrivain Sansal. Mais parallèlement à ça, il y a un très grand silence que vous soulignez de la France officielle. Et ça, c'est très particulier, c'est très spécial. La France est totalement intimidée. Elle a peur et elle a honte face à l'Algérie. Et peur de quoi ? Eh bien, elle a peur, d'abord parce que c'est un otage. Vous savez, Boualem Sansal a été fait français par le président de la République lui-même au mois de juin dernier.
Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui en prison. Alors, Arnaud Benedetti vous dit, c'est l'article 87. L'article 87 en Algérie punit de la peine d'ailleurs, de la peine capitale, tout terroriste. Et le terrorisme, ça commence avec terrorisme ou subversif, tout acte portant atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité des territoires, à la stabilité ou au fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qu'a fait Boualem Sansal? Il a raconté que l'histoire officielle était une légende, qu'en fait il n'y avait pas d'Algérie avant la colonisation, et qu'en tout cas l'ouest du territoire était à l'époque sous l'autorité du roi du Maroc. Ce qui est exact, il n'y avait pas d'Algérie avant la colonisation. Ça c'est un débat historique, vous pouvez... c'est exact ou pas? Abdelkader vient de cette région-là, oui. mais Salih Hadj, qui est aussi une des grandes figures de l'indépendance, de nationalisme algérien, en venait aussi. Donc évidemment, ça titille quelque part. Mais il y a sur toute l'histoire de l'Algérie, des origines jusqu'à la guerre de libération, ce qu'on appelle la guerre d'indépendance ici, il y a, une histoire qui est tellement bétonnée, qui est impossible à remettre en cause, et le fait d'y donner un petit coup de couteau, c'est une blessure épouvantable pour le régime algérien. Mais ça, c'est le prétexte. Il y a des termes qui étaient repris souvent. Je dis juste un mot, c'est un prétexte. La vérité, c'est qu'il est l'otage de la relation minable que la France entretient avec le gouvernement algérien, parce que... Oui, mais c'est pas du fait de la France. Mais la France, elle a été tellement incertaine, tellement hésitante, tellement indécise, tellement... La ligne française est incompréhensible. La ligne... Oui, mais il n'empêche... Mais j'entends bien, enfin, c'est pas nouveau quand même. Mais si, ce qui est nouveau depuis l'été dernier, il se passait deux choses l'été dernier. Boualem Sansal a été fait français, d'une part, et par ailleurs, mais que Boualem Sansal a reconnu... Comme ça, au creux de l'été, la marocanité du Sahara occidental. Oui. C'est le territoire que se... Mais est-ce qu'il a raison? Qui? En l'occurrence, est-ce que c'est exact? Quoi, la marocanité du Sahara. Que le sultan ait eu autorité sur un certain nombre de tribus du Sahara, c'est une évidence historique. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Enfin, écoutez, l'Algérie entretient... Mais la question, Pascal, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que la France tremble en face de l'Algérie? Oui. Ça, c'est la vraie question. Eh bien, je vous la pose. Dites ce que vous pensez. On a tous les moyens. Mais alors dites, allez au bout de votre pensée. 300 000 visas chaque année. Vous avez des transferts de fonds considérables. Alors, vous pouvez bloquer tout ça. Alors, vous pouvez aussi demander des comptes sur les biens mal acquis, ici, avec l'argent de la corruption là-bas. Donc pourquoi on a peur? Pourquoi est-ce que c'est toujours les Africains à qui on demande des comptes et dont on saisit les biens? Pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas un peu tous ces généraux qui ont des appartements dans le 16e ou des maisons sur la côte, de nous expliquer comment ils ont fait leur petite fortune? Mais répondez à cette question. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Ah mais ça, on a honte, on a peur. On a honte parce qu'on a sur notre territoire des Français d'origine algérienne qui ont été élevés dans le ressentiment et dans la haine de la France. Ça, c'est un problème. Qu'est-ce que c'est qu'être algérien aujourd'hui? C'est considérer qu'on a des droits sur la France. C'est détester cette mauvaise mère qu'a été la France. C'est cultiver un ressentiment qui vous rassemble contre la France et qui légitime le pouvoir en place. Le pouvoir qui est éternellement... Ouais. Et quand vous me dites que la politique française est cohérente... J'ai pas dit ça. Boualem Sansal, il est déjà au trou, il est déjà au secret. Boualem Sansal, il est depuis plusieurs jours au secret. Et l'ambassadeur de France à Alger, avec une grande gerbe, une grande couronne de fleurs, va au cimetière des Martyrs déposer une gerbe sur la tombe de l'un des fondateurs du FLN. Vous êtes de mauvaise foi. Je ne vous ai jamais dit que la politique française était cohérente. J'ai l'impression que parfois nous sommes un couple et que nous parlons comme dans un couple, effectivement. Et je n'en dirai pas davantage. Mais vous êtes de mauvaise foi, cher ami. Franchement, je n'ai jamais dit ça. Vous me prêtez et des intentions et des pensées que je n'ai pas eues. Bon, je fais juste une parenthèse. On attend David Lisnard. Ouais. Mais, et vous le savez peut-être, Anne Hidalgo ne se représentera pas. Mais que va-t-elle faire? Ah bon, alors... elle ne sait rien faire d'autre, la pauvre. J'ai une petite surprise pour vous. Est-ce que c'est... Marine, c'est bon? Alors, bon, Anne Hidalgo ne se représentera pas. Et lorsque les Parisiens ont appris cette nouvelle, je vous propose de voir ce qui s'est passé cette nuit dans Paris, parce qu'on a été un peu surpris, ce qui s'est passé notamment sur les Champs-Élysées, où effectivement, vous voyez ces images qui, effectivement... Alors ça, c'est au milieu de la nuit. Bon, je précise évidemment pour les auditeurs d'Europe 1 que ce sont des images d'archives qui datent du 12 juillet 1998. Bon, donc voilà, et que
Voilà, on est taquin. C'est sans doute une plus mauvaise nouvelle. On est taquin. Mais d'abord, je suis étonné, moi. Oui, mais pourquoi elle ne se représente pas ? Elle a trouvé une autre ville à dévaster. Oui, je pense qu'elle a trouvé d'autres occupations et c'est surtout qu'elle a trouvé un dauphin et c'est surtout aussi pour ennuyer Emmanuel Grégoire qui souhaite. Oui, mais pourquoi elle ne se représente pas ? Oh, c'est une blague, c'est comme tous les chantiers qui vont bientôt se terminer. C'est pas une blague. Écoutez, elle se représentera pas. Non, elle préfère terminer sur la séquence JO que voilà. Oui. Ah oui. Et mais Vous faites trop de peine, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Anne Hidalgo qui ne se représente pas, vous n'avez pas le droit. C'est vraiment... Il faut dire qu'à force d'être désavoué en permanence, c'est dur d'être crédible. Lorsqu'on n'a que 3% des Parisiens qui votent pour la maire de Paris, élection présidentielle, lorsqu'on a plus de 120 000 personnes qui ont quitté la ville en 10 ans... Elle a été réélue. Oui. Je vous interdis de dire du mal Oui, de elle a Anne été Hidalgo. réélue, mais bon, Je vous interdis. Elle pourrait revenir sur sa décision. C'est sa meilleure décision. Respectez Madame Hidalgo, s'il vous plaît. On croise quand même rarement des Parisiens qui en disent du bien. Il y a 76% des Parisiens qui veulent quitter la ville de Paris aujourd'hui. Donc il faudrait quand même poser Il y a encore 3 ans à tenir. Si le quand même. dauphin qui Alors, c'est dans longtemps. Anne Hidalgo ne se représentera pas. Je pense à Johanna Roland. Et je pense à Madame Appéré de Rennes, si elles sont inspirées, c'est si elles veulent, bien évidemment. Hein. Bon, c'est Florian Bercheli qui me dit ça. Pour une fois, les Rennais aimeraient que la maire de Rennes s'inspire de son modèle parisien. Bon, écoutez, c'est la vie. peut-être de reconstruire la gauche. Comment ? En tout cas, elle sera pas. Elle veut reconstruire la BRFM. Elle Elle sera a fait pas moins de 2% candidate à la dernière fois. présidentielle de 2027, mais oui. Oui. Bon, et alors qui est le Quand on dauphin ? voit le dauphin qu'elle s'est choisi, c'est-à-dire Monsieur Rémi Féraud, sénateur de Paris, c'est juste, hein, une voiture vide s'arrête devant l'hôtel de ville, Monsieur Rémi Féraud en sort. C'est vraiment Monsieur Nobody à un point d'incandescence. C'est un vélo, ça. Un point d'incandescence. C'est quand même. Et tout ça, tout simplement pour ne pas, évidemment, parce que Emmanuel Grégoire, qui était son premier adjoint, c'est le félon. Elle l'appelle le félon. Joachim, mais de toute façon, dans les deux cas, c'est la même idée. Il faut que tout change, il faut que rien ne change. Non mais Joachim, je pense que oui, Joachim Le Floch-Imad et puis c'est sûr. Non mais écoutez, franchement, les successions. Alors vraiment, dans tous les univers, politique, entreprise, etc., le numéro 1 ne choisit pas son numéro 2. Écoutez, c'est toujours la même chose. Et quand il le choisit, il le tue. Donc, franchement, ça fait 40 ans que je suis dans les entreprises, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que le numéro 1, quand il choisit son successeur, au bout de 8 jours, il te dit... Je crois que je me suis trompé. C'est un peu ce qui s'est passé avec Emmanuel Grégoire. Je crois que c'est pas... Je pensais qu'il était meilleur. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, mais toujours... Non, pas dans les entreprises privées. Je suis désolé. Pas toujours. Pas toujours. Franchement, j'ai un cas en tête, je ne le dirai pas. Mais comment ? Que Dieu vous entende pour Paris. Mais non, mais c'est toujours pareil. Je veux dire, non, mais vous rêvez, après moi, il y a le déluge. 3 ans à tenir encore. Oui, c'est bon. 2027. Oui. Écoutez, alors Marine Lançon me dit que Jean-Philippe Tanguy, Hidalgo, bon débarras, dit-il, sur LCI. Débarras, moi je suis parisien depuis mes 16 ans. Avant d'avoir m'être installé dans la Somme en 2014, j'ai toujours été à moitié à Paris. Cette ville est devenue catastrophique, ingérable, ingérée. Et complètement, et surtout, ce qui est plus inquiétant pour une capitale, finalement complètement isolée du reste de la France, vivant une vie parallèle, ne voulant plus assurer son statut de capitale économique, politique, administrative de la France, ça va pas dans le sens de reclus sur elle-même. Malheureusement de nombreuses métropoles. Non, mais ce que je trouve, il y a aussi la chasse aux riches dans Paris. Il y a quelque chose que vous avez peut-être vu qui est extraordinaire, c'est-à-dire que les privés, s'ils font des travaux dans un immeuble privé, devraient, avec Madame Hidalgo, consacrer 30% dans le privé aux logements sociaux. C'est-à-dire que vous achetez par exemple un immeuble, si vous avez fait dans l'immobilier. Toutes les semaines. Et comment ? Toutes les semaines. Quoi, toutes les semaines ? Acheter un immeuble à Paris. Oui. Non, bon, vous achetez. Et en fait, c'est toujours la même volonté. C'est une sorte de chasse aux riches pour effectivement capter un électorat qui, quoi qu'il arrive, votera pour vous. C'est assez simple, c'est ce qui s'est passé à Nantes, c'est ce qui s'est passé à Rennes, etc. Pendant qu'on laisse filer la dette, 8,8 milliards de dettes, alors même qu'on a 400 personnes à charger la communication à la ville de Paris. Il y aurait quand même un sacré dégraissage à faire. Ce qui est drôle, c'est toujours de voir les pages Wikipédia des personnes qui seront bientôt candidates à un poste. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde celle de Rémi Féraud, ça m'intéresse toujours.
on se rend compte que cette personne-là, il suffit de lire sa page Wikipédia, elle est formidable depuis plusieurs jours. Effectivement, il a un bilan à son actif qui est très important, tout simplement parce que effectivement, on améliore le bilan de la personne en question. Oui. C'est assez impressionnant. Alors, mais c'est vrai que c'est un nobody, comme vous dites assez souvent. Il peut descendre les Champs-Élysées sans qu'on l'interpelle. Ah non, mais ça, c'est pas une phrase de moi, hein, ça. C'est une phrase de Thierry Roland. Thierry Roland, quand il voulait dire il peut faire 2 fois l'aller-retour les Champs-Élysées, il sera tranquille. Personne n'ennuiera. Bon, mais c'est vrai. Mais pour terminer sur sur ce sujet, parce que alors on en reparlera évidemment dans quelques instants, puisque David Lisnard sera là, il pourra nous dire évidemment s'il se représente à la maire de. Peut-être, vous avez dit. Nous, on avait le maire de Nice à 8h15, on a le maire de Cannes, donc c'est Radio France Côte d'Azur qu'on fait, par Radio France. Télé Côte d'Azur. Bon. Mazan, est-ce que vous voulez qu'on parle de Mazan ? Oui. Parce que Brigitte Macron a pris la parole, si j'ose dire. Et on reparlera évidemment, bien sûr, avec David Lisnard, notamment de ce qu'a dit Richard Malka sur Boualem Sansal. Et puis je voulais vous dire également ce qu'a dit Christian Estrosi, qui va porter plainte. Ça, c'est extrêmement important. Je ne sais pas d'ailleurs si on l'a déjà, Christian Estrosi, Marine Lançon. Je lui demande, Christian Estrosi, est-ce qu'elle m'entend, Marine ? Est-ce qu'on a Christian Estrosi ? Alors, écoutons ce qu'a dit Christian Estrosi sur Monsieur Coquerel, parce que ça, c'est intéressant. Il va porter plainte, et je pense que ça fait partie des choses aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de réactions, puisque le maire de Nice a annoncé sur CNews qu'il allait déposer plainte pour apologie du terrorisme et intelligence avec l'ennemi contre les députés LFI, Éric Coquerel et Hugo Bernalicis. Écoutez ce qu'a dit le maire de Nice. Les outrances de Bernalicis, de Coquerel, on commence à être habitués. Elles ont un mérite. Celle de montrer que c'est une gauche qui essaie de draguer quelque part les Français de confession musulmane. Si ce n'est que moi, je ne fais pas... au contraire, je fais la différence très claire entre les islamistes et mes concitoyens de confession musulmane qui aujourd'hui sont de parfaits citoyens intégrés aujourd'hui dans la République. Personnellement, je vous l'annonce ce matin, je vais déposer plainte. Je vais déposer plainte pour intelligence avec l'ennemi, je vais déposer plainte pour apologie pour le terrorisme contre M. Bernalicis et M. Coquerel. Je vois de plus en plus de formations de gauche, y compris le Parti communiste d'ailleurs, et Fabien Roussel, qui disent très clairement que jamais ils ne voudront participer à une action politique aux côtés de LFI. Bon, Vincent Avoine, décryptage. Pourquoi moi ? Non mais Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur ? Monsieur, pourquoi moi ? J'ai pas ouvert mon livre ce matin. Parlons plus crède. Vous savez, pardon. Allez, Trump. je vois que ce matin, vous êtes rien à dire. Je sais pas ce qui se passe. Vous commencez sur Mazan. Il porte plainte Hugo Bernalicis pour sa proposition de loi, je pense. On en a beaucoup parlé hier, notamment, qui souhaiterait revenir sur l'introduction dans le code pénal en 2014 de cette notion d'apologie du terrorisme. Comment ? Il peut pas déposer plainte contre une proposition de loi aussi ? Je ne sais pas. En tout cas, comme ça me paraît assez douteux sur effectivement cette notion. C'est pour cela qu'on a du mal à comprendre et que je préfère dissocier les deux. Moi, je pensais et que le deuxième cas, islamisme. C'est les propos d'Éric Coquerel qui ont été tenus face à Jean-Jacques Bourdin sur le fait qu'il n'arrivait pas à donner une définition précise de la notion d'islamisme. Et qui disait que justement les islamistes, trop souvent dans le débat public, sont confondus avec les musulmans. C'est ce qu'il disait. Bon, il n'y a pas de quoi, de toute façon, porter plainte. Il y a quand même des gens un peu sérieux dans cette maison et c'est Thomas Hull. Vous êtes sauvé par le gong.